Je m'appelle Salah, fils de Arki des Iban. Et pour cette troisième et dernière partie consacrée à Ferhat Abbas, je voudrais commencer par une question que les deux premiers épisodes rendent désormais impossible à éviter. Que fait un homme raisonnable lorsqu'il entre dans une révolution dont il connaît déjà la violence? Que fait-il lorsqu'il découvre ensuite que cette révolution reproduit contre ses propres membres les méthodes qu'elle prétendait réserver à ses ennemis? Et que devient sa responsabilité lorsqu'après l'indépendance, il voit cette même organisation transformer sa victoire en monopole politique? Ferhat Abbas est passionnant précisément parce qu'il interdit les réponses simples. Assimilationniste? Il s'en éloigne. Réformiste? Il devient nationaliste? Adversaire initial de l'insurrection? Il rejoint finalement le FLN en 1956. Président du GPRA, il le devient en 1958. Homme du nouvel État, il préside l'Assemblée constituante. Homme du système, il finit par rompre avec lui. Opportuniste, caméléon, naïf, idéaliste progressivement désabusé? Ou homme politique convaincu qu'il pouvait accompagner une force devenue incontournable tout en espérant encore l'infléchir? Aucune de ces étiquettes, prise seule, ne suffit. Et voici le paradoxe personnel que nous devons conserver au centre du récit. Abbas rejoint en 1956 une organisation dans le contexte de laquelle son propre neveu avait été assassiné à Constantine l'année précédente. Cette donnée exige cependant de la prudence. L'assassinat d'Aloua Abbas est rapporté dans plusieurs récits, mais l'attribution précise de l'ordre à Zigoud Youssef demande une documentation plus solide que celle que j'ai retrouvée jusqu'ici. Je ne présenterai donc pas cet ordre comme judiciairement établi. Ce que nous pouvons dire, en revanche, c'est que le ralliement d'Abbas au FLN ne fut pas celui d'un homme ignorant que la révolution pouvait frapper des Algériens musulmans modérés. Droz et Levert rappellent qu'après avoir longtemps incarné un nationalisme modéré, déçu notamment par l'immobilisme politique, Abbas rejoint le FLN et gagne le Caire en avril 1956. Il devient ensuite membre du CNRA, du CCE, puis président du GPRA. Et c'est là que commence notre dernière enquête. Il faut résister à la tentation de raconter Ferhat Abbas à rebours. L'homme de 1936 n'est pas celui de 1943. Celui de 1946 n'est pas encore celui de 1956. Et celui qui préside le GPRA en 1958 n'est certainement plus celui qui écrit l'indépendance confisquée dans les années 80. Son itinéraire est une succession de déplacements politiques réels. Mais changement n'est pas nécessairement opportunisme. La question historique est de savoir ce qui provoque chaque déplacement. Le système colonial lui-même en fournit une partie de la réponse. Abbas avait essayé la voie de l'égalité civique. Le projet Bloom-Violette, qui n'aurait accordé la pleine citoyenneté qu'à environ 21 000 musulmans, échoue politiquement. En 1943, son manifeste du peuple algérien réclame encore l'égalité complète entre musulmans et européens. Après 1945, il fonde l'UDMA. Puis, l'espace réformiste se réduit progressivement. Le ralliement de 1956 n'est donc pas nécessairement une conversion soudaine à la philosophie politique du FLN. Il peut également être lu comme le constat qu'une autre stratégie algérienne venait de perdre son espace politique. Mais voici ce qui dérange. Entrer dans le FLN signifie aussi accepter sa discipline et sa prétention croissante à incarner seul la nation combattante. Et Abbas ne devient pas un simple sympathisant. Il entre dans ses institutions. Il participe au CNRA. Il siège au CCE. Puis il devient président du GPRA. Autrement dit, l'intellectuel modéré entre au cœur de la machine révolutionnaire. Voilà pourquoi la question, opportuniste ou idéaliste, est trop pauvre. Je poserai plutôt celle-ci. Ferhat Abbas a-t-il rejoint le FLN parce qu'il partageait ses méthodes ou parce qu'il pensait pouvoir peser sur une organisation dont il considérait désormais la victoire politique comme inévitable? Nous allons voir que sa trajectoire ultérieure fournit une partie de la réponse. Il faut ici distinguer deux choses que le récit héroïque tend facilement à fusionner.
combattre la domination coloniale et obtenir l'obéissance de la population algérienne. Ce ne sont pas les mêmes opérations. Et les moyens employés ne sont pas toujours les mêmes. Les violences contre les civils algériens ne furent pas de simples accidents périphériques d'une guerre exclusivement franco-algérienne. Elles participèrent également à la construction du contrôle politique du territoire. Melouza demeure l'exemple le plus célèbre. Droz et Levert décrivent l'opération du 28 mai 1957 et indiquent qu'au moins 300 hommes de Mechta Kasbah furent tués après que la population, soupçonnée de sympathies adverses, eut refusé de se rallier. Ils rappellent également que la propagande FLN tenta alors d'attribuer le massacre aux parachutistes français. Ce mécanisme est essentiel pour notre série. La révolution ne demande plus seulement « Êtes-vous pour l'indépendance ?» Elle peut demander « Reconnaissez-vous notre organisation comme seule incarnation légitime de cette indépendance ?» Et ce déplacement change tout. Car on peut vouloir la fin du système colonial et refuser l'autorité d'un mouvement particulier. On peut vouloir l'indépendance et craindre certains maquisards. On peut être paysan algérien et ne vouloir appartenir à aucun camp. Et parfois, la neutralité elle-même devient impossible. Le site officiel consacré à l'histoire des Harkis reconnaît d'ailleurs aujourd'hui explicitement parmi les motivations de certains engagements le refus des violences du FLN, la réaction aux exactions de l'ALN et l'engagement collectif de villages ou de clans. Voilà une donnée capitale. Certains Algériens n'ont donc pas nécessairement choisi la France parce qu'ils refusaient l'Algérie. Certains l'ont choisi parce qu'ils refusaient le FLN. Et cette distinction pulvérise une partie du vocabulaire binaire construit après 1962. Maintenant, retirons les Français du tableau. Retirons même les anciens supplétifs. Regardons seulement l'ALN. Que reste-t-il? Des Algériens tuant d'autres Algériens appartenant parfois à leur propre organisation. La Bleuite constitue ici un laboratoire terrifiant. L'opération française de manipulation et d'intoxication est réelle. Mais la responsabilité française dans le déclenchement de l'intoxication ne transforme pas automatiquement les milliers d'exécutions internes qui suivent en actes français. Pour que la manipulation fonctionne, il faut aussi qu'existe dans le maquis une culture de la suspicion, de l'interrogatoire coercitif et de l'élimination. Montagnon décrit l'engrenage. Prisonniers manipulés, faux indices, soupçons, interrogatoires, tortures, aveux fabriqués, nouvelles dénonciations. Puis la machine s'auto-alimente. Son estimation atteint 3000 morts en Wilaya 3 et au moins 500 en Wilaya 4, principalement parmi les cadres. Ces chiffres sont à manier comme des estimations historiographiques, non comme un décompte judiciaire définitif. Mais le phénomène, lui, ne fait pas débat. Et Amirouche ne peut être réduit à l'image du commandant héroïque tombé au combat. Même Montagnon, pourtant très admiratif de ses qualités militaires, le qualifie d'auteur de purges sanglantes. Alors posons une question volontairement élémentaire. Où sont ces morts dans la mémoire nationale? Ils avaient rejoint l'ALN. Ils avaient quitté leur famille. Ils avaient risqué leur vie. Puis leur propre organisation les soupçonne. Certains sont interrogés, certains torturés, certains exécutés. Et après 1962, qui récupère leur mémoire? Sont-ils des martyrs, des traîtres, des victimes, des erreurs administratives de la Révolution? Dans quelle catégorie du récit national place-t-on un moudjahid assassiné par d'autres moudjahidines? Voilà peut-être l'une des questions les plus explosives de toute notre série. Et c'est ici que nous arrivons au charnier. Je serai extrêmement rigoureux. Tout charnier découvert en Algérie ne peut évidemment pas être attribué au FLN sans identification, datation et expertise médico-légale. Mais inversement, lorsqu'un site est historiquement associé à des purges internes, l'absence d'enquête ne doit pas devenir une réponse. Pourquoi ne pas exhumer? Pourquoi ne pas identifier? Pourquoi ne pas dater? Pourquoi ne pas effectuer les analyses anthropologiques et génétiques? Pourquoi ne pas ouvrir simultanément les archives militaires françaises et algériennes correspondantes? Pourquoi ne pas donner des noms aux morts? Le cas souvent évoqué autour de Kenchela doit précisément être traité ainsi, comme une demande d'enquête et non comme une attribution automatique. Je n'ai pas trouvé,
dans le corpus actuellement exploité, une expertise médico-légale publiée permettant de transformer toutes les affirmations circulant autour de ce charnier en certitudes scientifiques. Et cette absence est précisément le problème. Parce que l'histoire moderne possède des instruments. ADN, anthropologie médico-légale, archives croisées, registres de disparition, témoignages locaux, cartographie des unités, chronologie des purges. Alors ouvrons. Exhumons lorsque les familles et le droit le permettent. Identifions. Publions. Et si les morts ont été tués par l'armée française, écrivons-le. S'ils ont été tués par l'OAS, écrivons-le. S'ils ont été tués par l'ALN, écrivons-le aussi. Une nation adulte ne choisit pas ses squelettes. Voici maintenant l'épreuve morale majeure de notre troisième partie. Évian prévoit explicitement l'interdiction des violences collectives et individuelles et des représailles liées aux actes commis avant le cessez-le-feu. Et pourtant, la violence continue. Jean-Jacques Jordi résume brutalement la séquence. Mars à juin, violence de l'OAS et du FLN. 5 juillet, massacre de plusieurs centaines d'Européens à Oran. Juillet à octobre, anarchie, enlèvement et assassinat. Et commencement des massacres d'anciens harkis, dont les victimes se compteront par plusieurs dizaines de milliers. Drault et Levert écrivent pour leur part que des harkis, préalablement désarmés, furent abandonnés à la vindicte de l'ALN, et parlent également de plusieurs dizaines de milliers de morts. Leur ancienne estimation pouvait monter beaucoup plus haut. L'historiographie actuelle préfère rester sur la formule prudente de plusieurs dizaines de milliers, faute de décompte consensuel. Philip C. Naylor, historien américain, décrit lui aussi la séquence comme une « savage retribution », ayant fait disparaître des milliers de personnes. Ces notes rendent compte d'estimations allant jusqu'à 65 000 à 100 000, tout en montrant précisément l'incertitude statistique. Aujourd'hui encore, la position institutionnelle française la plus prudente est « plusieurs dizaines de milliers d'exécutés ou assassinés, sans chiffre consensuel définitif ». Mais attention à une simplification inverse. Une audition historique au Sénat souligne qu'on ne connaît pas de texte général du GPRA ou du bureau politique ordonnant le massacre des harkis. Elle signale en revanche des directives locales de wilaya appelant à la vengeance, parallèlement à d'autres prônant le pardon. C'est capital, parce que notre accusation doit viser ce qui est démontrable. Nous avons donc une violence massive, des responsabilités FLN/ALN et locales. Un État algérien embryonnaire, incapable ou non désireux d'enrayer suffisamment les représailles. Et du côté français, un abandon désormais officiellement reconnu. Deux responsabilités différentes peuvent exister simultanément. L'abandon français n'efface pas les tueurs n'effacent pas l'abandon français. Et maintenant, revenons à lui. C'est probablement le passage le plus important de cet épisode. J'ai recherché dans le corpus disponible les condamnations de Ferhat Abbas. Et j'en trouve. Beaucoup. Il condamne le pouvoir personnel. Il condamne Ben Bella. Il condamne Boumedienne. Il condamne le parti unique. Il condamne la torture pratiquée par le nouveau régime. Il condamne l'exécution de Chabani. Il défend le pluralisme. Il raconte même comment il tente personnellement d'empêcher Boumedienne de faire exécuter un aviateur français prisonnier en Tunisie, expliquant « J'ai toujours été contre les solutions extrêmes ». Très bien. Alors vient une question immense. Où est sa grande condamnation des massacres de Harkis de 1962 ? Je ne dis pas qu'elle n'existe nulle part. Je dis quelque chose de beaucoup plus précis. Dans les textes et ouvrages que nous avons recherchés pour préparer ces 3 épisodes, je n'ai pas retrouvé une condamnation publique d'ampleur comparable à celle qu'il formule plus tard contre Ben Bella, Boumedienne, le parti unique ou la torture. Et cette absence mérite d'être interrogée. Il ne faut surtout pas dire « qui ne dit mot consent ». Historiquement, cette formule serait trop facile. Le silence peut avoir 1000 causes. Peur, impuissance, priorité politique, information fragmentaire, solidarité révolutionnaire, chaos de l'été 1962, calcul ou adhésion partielle. Nous ne pouvons pas choisir arbitrairement, mais nous pouvons poser la question. Pourquoi cet homme qui écrira des pages féroces contre l'autoritarisme du nouvel État ne semble-t-il pas avoir laissé, dans le corpus retrouvé,
un réquisitoire comparable sur le massacre des anciens supplétifs. Et pour moi, fils de Harki, cette question ne peut pas être escamotée. Puis vient 1963. Et là, Abbas devient extraordinairement intéressant. Président de l'Assemblée constituante, il démissionne lorsque la Constitution est élaborée en dehors de l'institution précisément élue pour la rédiger. Dro et Levé le confirment. Il quitte la présidence en août 1963 pour protester contre le rôle excessif que s'arroge le FLN dans l'élaboration constitutionnelle. Il est ensuite exclu du parti et placé en résidence surveillée. Mais Abbas lui-même va beaucoup plus loin. Dans l'Indépendance confisquée, il raconte que la Constitution fut discutée et adoptée hors de l'Assemblée, dans le cinéma majestique, et écrit « Là fut institutionnalisé le parti unique ». Il explique qu'il refusait la soviétisation du pays. Puis viennent les insultes de la radio et de la presse, la radiation du FLN et la résidence surveillée. Et des années plus tard, son jugement devient terrible. Il écrit que le peuple algérien n'avait jamais proclamé la nécessité du parti unique, qu'il n'avait jamais été consulté et que ce système lui avait été imposé par ceux qui voulaient gouverner le pays. Il qualifie la prétendue démocratie interne de mythe et d'imposture. Voilà le Ferhat Abbas qui nous intéresse. Mais voilà également son paradoxe. Pourquoi découvre-t-il si tard les conséquences politiques d'une organisation qui, pendant la guerre, avait déjà eu tant de difficultés à tolérer la pluralité? C'est ici que la continuité devient historiquement intéressante. Le parti unique de 1963 ne naît évidemment pas mécaniquement d'un massacre de 1957. Mais la question mérite d'être posée. Une organisation ayant progressivement confondu unité nationale et unité derrière elle-même, pouvait-elle facilement devenir, après la victoire, un parti acceptant librement l'alternance? Le 19 mars 1962 à midi, les accords d'Évian font entrer en vigueur le cessez-le-feu entre la France et le GPRA. C'est la date officielle. C'est la date administrative. C'est la date commémorée. Mais historiquement, ce n'est certainement pas la date à laquelle la violence disparaît d'Algérie. Le ministère français des Armées le reconnaît aujourd'hui lui-même. Le cessez-le-feu met fin à l'affrontement armé franco-FLN au sens conventionnel, mais la violence continue. Et c'est précisément là que commence une histoire beaucoup moins confortable, parce qu'après le 19 mars, les morts ne sont plus seulement produits par la guerre entre la puissance coloniale et l'insurrection. Ils sont aussi produits par l'OAS, par des groupes FLN ou ALN, par des représailles, par des enlèvements, par des règlements de compte, par le chaos institutionnel et bientôt par la lutte pour le contrôle de l'État algérien. Jean-Jacques Jordi résume brutalement cette période. Violence de l'OAS et du FLN entre mars et juin. Oran le 5 juillet, puis enlèvement, assassinat et massacre d'anciens harkis pendant l'été. Le mythe de la guerre terminée le 19 mars est donc trop propre pour les faits. Le cessez-le-feu existe juridiquement. La guerre franco-algérienne s'achève politiquement. Mais la sortie de guerre est sanglante. Et surtout, la violence commence à révéler quelque chose que le récit héroïque aura ensuite beaucoup de mal à intégrer. La future Algérie indépendante ne naît pas dans l'unité politique. Elle naît dans la compétition entre appareils armés, directions concurrentes, wilaya affaiblie, état-major extérieur, responsables civils du GPRA, chefs historiques libérés et groupes locaux qui cherchent à s'approprier rapidement le pouvoir réel. Regardons le calendrier. Le 22 mars, le GPRA se réunit à Rabat. Le 25, Ben Bella prend la parole à Oujda juste après Boumedienne. Ferhat Abbas l'accompagne. Dès cette époque, la radio contrôlée par l'état-major de Gardimaou attaque de plus en plus ouvertement le GPRA. Les hommes des frontières reprochent aux responsables politiques leur nomination et leur conduite de la transition. Jean Lacouture note déjà en juillet 1962 que la crise est ancienne. Rivalité entre intérieur et extérieur, régionalisme, ambition personnelle, lutte pour la direction de la nouvelle Algérie. Et cela commence avant même l'indépendance proclamée. Voilà le point capital. La lutte pour le pouvoir algérien commence alors que la souveraineté algérienne n'est même pas encore pleinement transférée. La France est en train de partir.
Les futurs maîtres du pays sont déjà en train de se mesurer. Il faut maintenant regarder la géographie. Pendant que les maquis de l'intérieur ont subi les offensives françaises, les barrages Maurice et Chalais, les opérations du plan Chalais, les pertes, la pénurie d'armes et l'épuisement, une autre force s'est constituée hors du territoire algérien, principalement en Tunisie et au Maroc, l'armée des frontières. Ces effectifs précis varient selon les auteurs, mais les estimations tournent généralement autour de 30 000 à 32 000 hommes au printemps 1962. Certains décomptes allant plus haut selon les catégories retenues. Elle est mieux organisée, mieux équipée, davantage structurée comme une armée régulière et surtout beaucoup moins usée que les wilayas de l'intérieur. Côté marocain, Oujda. Côté tunisien, Gardimaou, avec les camps, les dépôts, les cadres, les transmissions et l'appareil de Boumedienne. La Tunisie de Bourguiba et le Maroc ont servi de base arrière au FLN et à l'ALN pendant la guerre. Là encore, pas de romantisme. Ce soutien extérieur a été décisif pour l'existence d'une force militaire algérienne à l'extérieur. Mais voici le paradoxe historique extraordinaire. Les hommes de l'intérieur ont davantage combattu. Les hommes des frontières disposent, en 1962, du meilleur outil militaire. Jean Lacouture décrira 3 ans plus tard ce contraste d'une façon presque cinématographique. D'un côté, les maquisards de l'intérieur, épuisés, mal équipés, marqués par des années de combat. De l'autre, les unités motorisées et entraînées de l'armée des frontières. Et lorsque le cessez-le-feu rend progressivement possible le franchissement des barrages, c'est cette armée extérieure qui commence à entrer dans le pays. Le 4 juillet, les premiers détachements stationnés en Tunisie franchissent la frontière. Le 17e bataillon, cantonné à Gardimaou, passe dans l'après-midi, puis d'autres unités se regroupent vers Souk Arras, Zarouira et Gambetta. Le passage est alors rapporté comme s'effectuant sans incident. Cela paraît administratif. Cela ne l'est absolument pas. Parce qu'une question vient immédiatement. À qui cette armée obéira-t-elle ? Au GPRA, à l'état-major général, à Boumedienne, au futur gouvernement civil, aux décisions collectives du CNRA. Voilà le véritable champ de bataille de l'été 1962. Et Ferhat Abbas nous fournit un document fascinant sur la gravité de la fracture. Dans l'indépendance confisquée, il raconte qu'un pilote français abattu sur le territoire tunisien devient l'objet d'un bras de fer entre le GPRA et Boumedienne. Le GPRA ordonne qu'on remette le prisonnier. Boumedienne refuse et menace de le faire exécuter. Abbas écrit que le gouvernement envisage alors d'arrêter Boumedienne, avec si nécessaire l'appui de l'armée tunisienne, avant qu'Abbas ne négocie personnellement un compromis. Mesurez ce que cela signifie. Nous sommes avant l'indépendance complète. Le gouvernement provisoire algérien envisage d'utiliser l'appui de l'armée d'un pays voisin pour arrêter le chef de son propre état-major. Ce n'est pas une révolution unie, c'est un système de pouvoir déjà fracturé jusqu'à l'os. Et Abbas l'écrit lui-même. Selon lui, l'affaire de l'aviateur annonçait ce qui allait se produire en juillet 1962, puis le 19 juin 1965. Autrement dit, la crise de l'État indépendant était déjà contenue dans la crise de commandement de la guerre. Puis tout se précipite. Le 30 juin, le GPRA dénonce les activités de Boumedienne et de ses adjoints et décide de les démettre. Boumedienne refuse. Les états-majors des frontières refusent. Ben Bella prend position contre la décision. Kider également. Le conflit politique devient ouvert. Le Monde, au moment même des événements, décrit déjà des responsables de Gardimaou qui ne veulent plus seulement remplir des fonctions militaires, mais revendiquent un rôle de avant-garde révolutionnaire et de contrôle de l'exécutif. Voilà l'origine de l'État algérien indépendant que le roman national préfère évidemment présenter avec des foules, des drapeaux et des you-you. Il y avait les foules, il y avait la joie, il y avait une indépendance légitime. Mais derrière la fête, les groupes dirigeants se préparaient déjà à s'affronter pour savoir qui gouvernerait les Algériens. Le 1er juillet, le référendum d'autodétermination donne 99,72% de oui. Le 3 juillet, la France reconnaît officiellement l'indépendance. Le 5 juillet est proclamé comme fête nationale. Et précisément le 5 juillet, Oran explose. Le nombre exact des victimes reste discuté selon les méthodologies et les catégories retenues.
mais les recherches contemporaines établissent plusieurs centaines de morts et disparus européens. Le site du ministère français de la Défense évoque près de 700 tués ou enlevés pour cette journée. Et autour de cela, des Algériens musulmans meurent eux aussi pendant ces mois chaotiques, dans les violences OAS, les règlements de compte, les représailles, les affrontements entre factions et les luttes pour le contrôle du territoire. Civils musulmans, européens, harkis, militants, maquisards, opposants, soldats. La sortie de guerre n'appartient à aucune seule catégorie de victimes. Et pourtant, le futur récit national va rapidement trier. Les martyrs auront une place. Les héros auront une place. Les chefs auront des statuts. Les morts gênants, beaucoup moins. Le cas des harkis est ici monumental. Les estimations des massacres de l'après-mars 1962 restent controversées. La prudence moderne consiste à parler de plusieurs dizaines de milliers de victimes plutôt qu'à imposer un chiffre unique. Droz et Lever décrivent des hommes désarmés puis abandonnés à la vindicte de l'ALN et retiennent eux aussi plusieurs dizaines de milliers de morts, tout en rappelant l'amplitude considérable des estimations. Philip Naylor recense pour sa part diverses estimations allant jusqu'à 65 000 à 100 000, sans les transformer en chiffres définitifs, et rappelle les milliers de disparitions, les internements et les tortures. Mais encore une fois, l'incertitude sur le total ne rend pas le massacre incertain. Et c'est une distinction essentielle. On peut discuter le chiffre. On ne peut plus sérieusement nier le phénomène. Pendant ce temps, la force locale créée par Evian pour assurer l'ordre se désagrège. Dès le 3 mai, son commandement signale que les effectifs fondent, les hommes désertant vers l'ALN avec armes et bagages. Au début de juillet, elle a pratiquement disparu. L'état de transition n'a donc plus réellement l'instrument destiné à maintenir l'ordre. Qui possède les armes? Les wilayas, les unités de l'intérieur, les groupes locaux, et surtout l'armée des frontières. Le pouvoir politique est faible. Le pouvoir armé est fort. Voilà exactement le type de configuration dans lequel naissent rarement les grandes démocraties pluralistes. Puis arrive la crise ouverte de juillet et d'août. À Constantine, à Skikda, à Annaba, des unités rivales s'affrontent. Le 25 juillet, les forces de la Wilaya 1 et de l'armée des frontières affrontent les hommes de la Wilaya 2. Plusieurs dizaines de morts et blessés. Des responsables sont arrêtés. Puis les alliances se déplacent. Ben Bella, Boumedienne, Kider, Boussouf, un temps, Yassef Saadi. En face, Ben Keda, Boudiaf, Krim, certaines wilayas, puis des repositionnements successifs. Le pays qui vient de conquérir sa souveraineté assiste donc presque immédiatement à ce spectacle. Les libérateurs se disputent militairement le droit de gouverner les libérés. Et lorsque les combats atteignent l'Algérois au début septembre, l'armée des frontières impose finalement son rapport de force. Les estimations utilisées par Meignet et d'autres auteurs donnent plus d'1 millier de morts pour l'ensemble de cette crise. Dans les rues d'Alger, un slogan apparaît. « Seba Snin Barakat » 7 ans, ça suffit. C'est extraordinaire. Le peuple qui vient de célébrer l'indépendance doit déjà descendre dans la rue pour demander à ses propres libérateurs d'arrêter de se battre entre eux. Vous voulez une image de l'indépendance confisquée? Elle est là. Pas besoin de métaphore. Et c'est ici que je voudrais terminer cette troisième partie, non plus seulement sur Ferhat Abbas, mais sur la tragédie politique algérienne dans son ensemble. Parce qu'il faut sortir des caricatures. La colonisation française avait installé un ordre profondément inégalitaire. Le code de l'indigénat remonte à 1881. Il organise pendant des décennies un statut discriminatoire spécifique aux populations dites indigènes. Il est progressivement démantelé pendant la Seconde Guerre mondiale et aboli juridiquement en 1944, avec l'ordonnance du 7 mars qui accorde aussi la citoyenneté française à plusieurs dizaines de milliers de musulmans. Les réformes restent cependant très insuffisantes et l'inégalité politique persiste. Puis viennent les réformes tardives. Le statut de 1947, les promesses d'égalité, le collège électoral, puis De Gaulle, 1958, le plan de Constantine, industrialisation, logement, éducation, emploi, réforme agraire, efforts massifs mais tardifs,
lancée alors que la guerre a déjà radicalisé la situation. Et surtout, la logique politique évolue vers une voix, un homme, c'est-à-dire la fin théorique de l'architecture électorale qui avait longtemps consacré l'inégalité de représentation entre Européens et musulmans. Trop tard? Probablement. L'histoire ne se réécrit pas. L'indépendance était devenue légitime. Mais cela n'interdit pas une question contrefactuelle raisonnable. Quelle Algérie aurait pu naître si, beaucoup plus tôt, l'égalité politique complète avait été réellement accordée et si le pluralisme algérien avait survécu à la guerre? Pas une Algérie française éternelle, une Algérie souveraine. Mais peut-être une Algérie où plusieurs courants nationalistes, libéraux, sociodémocrates, religieux, berbéristes, réformistes, anciens combattants et populations restées fidèles à la France auraient pu entrer dans une compétition politique légale. Une Algérie indépendante multipartite, avec Ferhat Abbas, avec Aït Ahmed, avec Boudiaf, avec les anciens du FLN, avec les musulmans restés proches de la France, avec les harkis survivants, avec les Européens qui auraient accepté la nouvelle citoyenneté algérienne, avec une relation franco-algérienne débarrassée de la domination coloniale, mais pas nécessairement de la coopération. Un partenariat au lieu d'une épuration politique de la mémoire. Voilà l'Algérie nouvelle à laquelle certains avaient cru. Et voilà peut-être aussi ce que certains anciens harkis avaient imaginé possible. Non pas nécessairement le maintien éternel de la colonisation, mais une Algérie où leur choix pendant la guerre ne leur vaudrait pas automatiquement la mort ou l'exil après la paix. Les accords d'Évian promettaient précisément l'absence de représailles. Ils n'ont pas été respectés partout. Et c'est une fracture morale fondamentale. Car quel message envoie-t-on à une population lorsqu'un traité proclame la paix et qu'ensuite des hommes sont arrêtés pour leurs choix passés? Quel état de droit peut naître sur cette base? Et surtout, quelle continuité politique se dessine? Empire ottoman, puis domination coloniale française, puis, enfin, indépendance. Le peuple algérien pouvait légitimement espérer que l'indépendance signifie le début de sa pleine souveraineté politique individuelle. Et que reçoit-il très vite? Une liste unique, un parti unique, une armée centrale, un appareil sécuritaire, une assemblée marginalisée, une constitution préparée hors de l'assemblée constituante. Ferhat Abbas le raconte lui-même. La constitution est discutée au cinéma Majestic, à l'extérieur de l'institution précisément élue pour l'élaborer, et il écrit que c'est là que fut institutionnalisé le parti unique. Puis, il ira plus loin encore. Selon lui, le peuple algérien n'avait jamais demandé le parti unique, n'avait jamais été consulté sur ce choix, et la fameuse démocratie interne du régime était un mythe et une imposture. Comprenez le vertige. Pendant 8 ans, on affirme combattre pour rendre la souveraineté au peuple algérien. Quelques mois après la victoire, le peuple ne choisit même plus librement entre plusieurs forces politiques. On lui présente la liste, on lui présente le parti, on lui présente les héros, on lui présente son histoire. Et bientôt, on lui expliquera aussi quelle mort il doit pleurer et quelle mort il doit oublier. Voilà pourquoi je parle de confiscation, pas de l'indépendance. De la souveraineté politique qui devait normalement l'accompagner. Et les morts de la Bleuite, où sont-ils? Les cadres de l'ALN exécutés par l'ALN, où sont-ils? Les villageois assassinés pour suspicion, où sont-ils? Les harkis massacrés après le cessez-le-feu, où sont-ils? Les musulmans victimes des règlements de compte de l'été 1962, où sont-ils? Les Européens d'Oran, où sont-ils dans le récit national? Les combattants de Wilaya tombés en septembre 1962 sous les coups de l'armée des frontières. Quelle médaille leur donne-t-on? Parce qu'ils posent tous la même question, la plus dangereuse. Que fait un récit national lorsque le bourreau et la victime appartiennent tous les deux au camp de la Révolution? Il peut reconnaître la tragédie, ou il peut effacer le mort. Et pendant trop longtemps, l'Algérie officielle a choisi trop souvent la deuxième solution. Droz et Levé le disaient déjà dans leur avant-propos. L'Algérie indépendante avait produit des historiens capables d'impartialité, mais le pouvoir officiel avait longtemps toléré une historiographie qu'il qualifiait de sommaire et sectaire, et il conditionnait une histoire réellement dépassionnée à l'ouverture des archives françaises et algériennes. Alors ouvrez-les, toutes, les dossiers du GPRA, les archives du MALG, les ordres des wilayas,
les archives de l'état-major, les listes de prisonniers, les listes d'exécutés, les rapports sur les purges, les charniers présumés, les disparus. Et le dossier de Kenchela? Même exigence. Je ne dirai jamais qu'un charnier appartient automatiquement au FLN parce qu'il se trouve en Algérie. Ce serait exactement la méthode que nous combattons. Mais pourquoi ne pas l'expertiser sérieusement? Pourquoi ne pas exhumer lorsque le droit et les familles le permettent? Pourquoi ne pas dater, identifier, faire parler l'ADN, comparé au registre de disparus? Parce qu'un squelette n'est ni français ni FLN. C'est une preuve. Et peut-être est-ce exactement ce dont certains récits ont peur. Pas du mort, de ce qu'il pourrait raconter. Et c'est ici que Ferhat Abbas revient une dernière fois. Il rejoint le FLN après avoir longtemps défendu une autre voie. Il devient président du GPRA. Il participe à la victoire politique. Il accompagne même Ben Bella à Oujda en mars 1962, au moment où celui-ci commence à se rapprocher clairement de l'appareil de Boumedienne. Puis il voit ce qui suit. L'armée des frontières, la crise, le parti unique, l'assemblée marginalisée, la constitution confisquée, le pouvoir personnel, la résidence surveillée. Et il finit par écrire « l'indépendance confisquée ». Mais alors ma dernière question à Ferhat Abbas sera celle-ci. Vous aviez compris la faillite du colonialisme? Vous aviez compris l'impasse de l'assimilation sans égalité? Vous avez compris ensuite la faillite du parti unique. Mais avez-vous compris suffisamment tôt que le monopole politique du FLN portait déjà en lui le risque de cette confiscation? Et surtout, où est votre voix pour les harkis massacrés en 1962? Nous avons retrouvé vos dénonciations de Ben Bella, vos dénonciations de Boumedienne, votre condamnation du pouvoir personnel, votre condamnation de la torture, votre défense de la démocratie. Mais je n'ai toujours pas retrouvé, dans le corpus que nous avons examiné, un grand texte de Ferhat Abbas consacrant au massacre de Harki la même violence morale qu'il utilisera ensuite contre les dérives du régime. Peut-être existe-t-il, alors envoyez-le-moi. Je le publierai, je le lirai, et je corrigerai ce que je viens de dire. Voilà la différence entre une enquête et une propagande. Mais tant qu'il ne nous est pas présenté, la question demeure. Et elle demeure d'autant plus fortement que d'autres voix alertaient déjà à l'époque. Alors cette trilogie se termine sur une idée extrêmement simple. L'Algérie devait sortir d'un système colonial à bout de souffle. Elle en est sortie. C'était légitime. Mais ce n'était pas pour remettre immédiatement la souveraineté politique de millions d'Algériens entre les mains d'un parti qui prétendrait ensuite parler seul au nom de tous. Le peuple algérien méritait mieux. Il méritait l'indépendance et la liberté. Pas l'une sans l'autre. Il méritait de choisir ses gouvernants. Il méritait plusieurs partis. Il méritait une presse libre. Il méritait que Ferhat Abbas puisse s'opposer, que Boudiaf puisse s'opposer, que Haït Ahmed puisse s'opposer, que les anciens harkis puissent vivre, que les Européens souhaitant rester puissent bénéficier des garanties promises, que les anciens combattants puissent déposer leurs armes sans craindre leurs propres frères. Et surtout, il méritait que personne ne confonde éternellement le FLN avec l'Algérie. Parce que l'Algérie est plus ancienne que le FLN, plus grande que le FLN, et elle survivra au FLN. Et nous continuerons à rechercher ceux que cette confusion a effacés. Les morts, les oubliés, les purgés, les exécutés, les harkis, les frères d'armes liquidés par leurs frères d'armes, les villageois, les familles sans tombe, les victimes sans plaque. Parce que rendre leur nom à ces hommes n'est pas salir l'Algérie. C'est rendre l'Algérie à tous ces morts, pas seulement à ceux que le vainqueur a choisis. Et c'est peut-être finalement cela, la véritable indépendance historiographique. Ne plus demander au parti qui a gagné l'autorisation de raconter ceux qu'il a vaincus. Je suis Salah, fils de Harki des Ibans. Et cette histoire-là, nous continuerons à l'ouvrir, archive après archive, nom après nom, charnier après charnier, lorsque les preuves existent, dossier après dossier, jusqu'à ce que la distinction entre histoire nationale et histoire du FLN soit enfin devenue évidente. La vérité, je la connais. Mon propre père l'a comprise avant moi. Et à mon fils, je l'ai transmise. Nous la partageons. Nous vous défions. Et la justice, nous l'attendons et nous l'obtiendrons.